Alors, bienvenue à tous. Je suis aujourd'hui avec Dan McTeague, qui est quelqu'un de bien connu au Canada, en Ontario en particulier. Il est un expert en énergie et également un ancien parlementaire à Ottawa. Bonjour Dan, comment allez-vous? Oui, très, très bien, Jean-Pierre. Et merci pour cette introduction. Évidemment, il y a beaucoup à parler ici de non seulement de l'énergie, mais des moyens de transport. Alors, je suis assez intéressé à voir notre discussion, où ça va aider. Super. Et donc, de mon côté, donc, mon nom est Jean-Pierre Kiken, je suis d'origine belge, mais également canadien et j'ai un intérêt un peu plus récent que Dan McTeague au sujet des véhicules électriques. Mais ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est le côté plus global de cette question. On va parler d'énergie, on va parler de mobilité, du caractère abordable ou non de cette mobilité. On va avoir une approche assez large, si vous voulez, concernant cette question des véhicules électriques. Mais avant d'aller plus de l'avant, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dan McTeague, je voudrais vous demander peut-être de nous dire en quelques mots quel est votre background professionnel, comment vous vous en êtes arrivé à vous intéresser donc à ces questions énergétiques et de Mais mobilité. Jean-Pierre, vous l'avez touché, oui, je l'ai touché, justement, je viens de l'Ontario, né au Winnipeg, des parents anglophones et francophones en même temps, donc parfaitement bilingue. Je reste et je demeure ici toujours en Ontario, mais ce sont des, c'est une vraiment une carrière qui a commencé avec plusieurs intérêts au niveau du transport, en particulier quelques années comme directeur de médias pour Toyota Lexus Canada. Avant d'être élu député en 93, j'étais aussi un peu intéressé dans le domaine des réparations des voitures. Donc, pour moi, c'est quelque chose, un intérêt personnel, mais en particulier, j'ai vraiment ciblé mes intérêts lors des 18 ans, durant lequel j'étais député pour le Parti libéral, au fond, de 93 à 2012. Et depuis 2012, je travaille où je me suis un peu déroulé dans la question de prix d'essence, en particulier avec tomorrowsgaspricetoday.com, aussi GasBuddy et maintenant gaswizard.ca. Je suis maintenant président aussi d'une organisation dédiée à la politique de la recherche, évidemment, des questions d'abordabilité pour des voitures et de l'énergie abordable en particulier, où je suis président. Alors, c'est quelque chose que nous trouvons intéressant. Je me trouve continuellement à être dans le milieu de beaucoup des politiques qui gèrent et qui nous mènent dans une direction où on doit se poser des questions. Est-ce que les politiques, en particulier de transport, sont là pour aider les consommateurs ou est-ce qu'ils sont là pour aider peut-être à d'autres options et à autres principes poussés par les gouvernements? Ça, c'est une question dans laquelle je suis intéressé à vous discuter avec vous, Jean-Pierre, et j'en profite. Super. Et puis, je ne pense pas que ça existe en France ou au Québec ou dans la francophonie, mais j'ai avec moi un magicien des prix de l'essence, parce que c'est bien ça. Ah, The Wizard of Gas Prices. Mais donc, toute Ouais. l'idée, c'était d'informer les gens sur les fluctuations à venir des prix pour qu'ils puissent économiser. Vous avez travaillé réellement dans cette question de rendre quelque part l'essence, la mobilité plus abordable par simplement cette approche de prédiction. C'était quoi, à 24 heures près, à 48 heures près, là, de la... 48 à 72 heures, dépendant de la journée et dépendant vraiment du marché. Parfois, c'est très facile à prédire. C'est pas du magie, vraiment, mais ça prend un peu de temps pour faire des recherches et les recherches nous mènent toujours presque à 100%
de préciser les prix, où ils vont aller d'ici 2 jours, surtout 48 heures, 72 heures durant les fins de semaine. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis probablement une trentaine d'années. Donc, espérons ça, au fur et à mesure, ça a aidé beaucoup de consommateurs au Canada. Alors, je vais vous expliquer brièvement qui je suis pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi je peux parler avec une certaine, euh, une certaine connaissance de ce dossier. Donc, j'ai une première formation d'ingénieur. Alors, c'était ingénieur lié aux ressources naturelles. J'ai étudié ça notamment à l'Université de Bruxelles. Mais j'ai manipulé des moteurs diesel, des moteurs électriques. J'ai eu des cours assez avancés d'électricité de niveau ingénieur. Donc j'ai cette connaissance de base que j'ai jamais vraiment appliquée, mais j'ai eu des cours très sérieux. Et puis j'ai une formation d'économiste et que j'ai obtenue à l'université d'Oxford et j'ai enseigné l'économie à l'université de Bruxelles. Et donc on parle d'il y a une trentaine d'années et j'ai surtout travaillé sur toutes les questions, si vous voulez, liées déjà au développement durable, aux questions de gaz à effet de serre, toutes ces questions-là, je les ai abordées et dans cette optique de l'économie du développement. Alors, qu'est-ce que le développement économique? C'est pas seulement la croissance, si vous voulez, du revenu par habitant, mais c'est aussi l'accès aux besoins de base, au logement, à l'éducation, à la santé, mais aussi à la mobilité. Et il faut une mobilité abordable. Vous voyez, donc, nous, on va réfléchir un peu dans cette optique-là, pas uniquement dire on va faire des investissements parce que ça va rapporter de l'argent et tout le monde va être mieux et ça va créer des emplois. La chose est beaucoup plus complexe si on veut faire un développement qui est vraiment au service de la population, ce qui est souvent oublié par les politiciens qui n'ont souvent pas même la formation pour comprendre la subtilité et la différence majeure entre les deux optiques d'une croissance économique juste orientée vers une opulence versus une croissance économique euh, orienté vers la satisfaction des besoins du peuple. Cela étant, je vous demanderai, Dan, peut-être de m'expliquer, de nous expliquer plutôt, euh, pourquoi vous vous intéressez, pourquoi vous pensez aussi que ce dossier de la voiture électrique est tellement important aujourd'hui. C'est une question que nous ne pouvons pas éviter. C'est quelque chose dans lequel nos politiciens, tels que nos technocrates, selon les intérêts que nous avons au niveau du climat, c'est la voiture électrique, c'est quelque chose qui est toujours reçu comme quelque chose qui est une réponse, une réplique, peut-être une solution au gaz d'effet de serre et en même temps, euh, c'est quelque chose dans lequel les gouvernements et ainsi le peuple doit se pencher, doit prendre en considération, étant donné le fait que nous voyons, comme exemple, aux États-Unis, où le projet par le président Biden, de réduction d'inflation, le projet de loi, on vise à 2 milliards de dollars. La moitié est dédiée aux voitures électriques. Et c'est là un avantage, évidemment, pour les manufacturiers et l'intérêt que le gouvernement là porte. En même temps, nous avons un gouvernement ici au Canada, tel que les quelques provinces, Ontario en particulier, Québec aussi, où nous avons fait des politiques et des mesures pour assurer que nous pouvons aussi être là pour la construction, surtout des batteries de ces voitures-là, mais l'intérêt n'est non seulement au niveau de production, de manufacturier, c'est là aussi avec des subventions gigantesques pour les consommateurs, pour vraiment faire en sorte où les personnes commencent à voir que les options de voitures électriques sont plus avantageux, bien qu'ils sont plus coûteux à ce moment ici pour la grande majorité des gens. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est une politique qui est déjà là, qui est en route, qui est en course, et c'est pour cela que nous devons
peut-être pencher un peu plus que nous l'avons fait à présent. Quelles sont les mesures? Quels sont les obstacles? Quelles sont les options que nous avons comme pays, comme culture, comme options en termes de transport? Et c'est très important. Si ça va bien, c'est une chose, mais si nous voyons des exemples où il y a des possibilités de faillite ou de chute, étant donné que nous ne sommes pas la première juridiction mondiale qui commence à viser les voitures électriques. Par notre discussion, espérons nous allons parler davantage de plusieurs lacunes et peut-être plusieurs problèmes qui existent où d'autres pays sont vraiment chefs de file quand ça vient à des voitures électriques. Et c'est là qu'il y a beaucoup de risques, évidemment, pour les Canadiens et en particulier les Américains de nord de l'Amérique, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Absolument. Je vais vous expliquer peut-être brièvement pourquoi je m'intéresse au dossier. C'est vraiment un peu par hasard, là. Mais il est captivant et il évolue à une vitesse complètement ahurissante aussi, pas nécessairement dans le sens voulu par ceux qui l'ont instigé, mais mon intérêt, il est né il y a une cinquantaine d'années. Et j'étais jeune, là, j'étais adolescent et j'avais un cousin qui était un peu plus âgé que moi et il terminait ses études d'ingénieur à l'université de Bruxelles. Et il a fait son mémoire, son travail de fin d'études, mais c'était quand même des années, c'était 5 années très très dures d'études, donc c'était un document sérieux là qu'il a produit, et c'était sur les voitures électriques. Et déjà à l'époque, moi, je voulais un peu changer le monde. Et oh oui, la voiture électrique pour changer le monde. J'ai eu cette conversation-là il y a 50 ans. Moi, pour moi, c'est tellement un peu ahurissant de la voir aujourd'hui. Mais et la conversation avec mon cousin, il m'avait bien montré déjà les graphiques. J'ai presque le visuel encore en tête. J'aimerais bien retrouver d'ailleurs son travail de l'époque. Mais c'était, oui, ben, tout fonctionne assez facilement. Les moteurs, ils sont assez efficaces. Là, hein, l'onduleur, les principales composantes, elles sont connues. C'est les mêmes qu'aujourd'hui. La seule différence, évidemment, ou en tout cas le point qui a fort évolué, c'est la batterie. La batterie a évolué par rapport à il y a 50 ans. Il y a 50 ans, la conclusion de mon cousin Pierre était très très claire. C'était que le véhicule ne pouvait pas opérer simplement parce que les batteries étaient insuffisantes. C'était la contrainte majeure. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les batteries n'ont pas tellement évolué. La différence entre la densité énergétique d'un combustible fossile, hein, du type essence, diesel, et donc la densité énergétique d'une batterie, c'est le jour et la nuit. Et donc, il y a eu des progrès, certes, mais ces progrès sont limités. Donc, moi, j'ai toujours en tête ces conversations et c'est pour ça que dans toute cette analyse, très souvent, on revient à la question des batteries. Hein, les batteries, c'est Oui. si vous voulez, c'est le talon d'Achille de la voiture électrique. Et donc, on en parlera. Mais donc, ça, c'est un peu d'où je viens. Là, sur ce dossier. Et tous les deux, nous sommes indépendants. Nous n'avons pas nous sommes payés par personne pour faire ce travail. Je pense que c'est important de le mentionner. Alors, ce que je voudrais aussi mentionner aussi un peu comme liminaire, c'est que pour ceux qui ne sont pas familiers avec la situation au Canada, le Canada, c'est un pays euh, qui est très diversifié au niveau sur le plan énergétique. Donc, si vous parlez du prix de l'essence ou surtout du prix de l'électricité à Montréal, c'est pas la même chose qu'à Calgary, par exemple. Peut-être que vous pouvez commenter, Dan, sur cette question vraiment d'un pays avec des profils énergétiques très différents en fonction des provinces, des territoires du pays. Bon, comme vous l'avez mentionné, Jean-Pierre, c'est un pays vaste et avec un territoire qui diffère radicalement
de côte à côte entre les 5000 kilomètres qui définissent notre pays de bout à bout. Donc, si nous regardons comme exemple l'Atlantique, où la grande majorité de production est faite de charbon. L'énergie est plutôt faite par le charbon, l'huile parfois, mais pas trop souvent. On voit le gaz naturel, c'est pas quelque chose qui est là. Ils ont évidemment hydroélectrique, le potentiel est là, surtout à Terre-Neuve, mais la grande majorité il reste l'utilisation de l'énergie provenant de hydrocarbons, comme l'huile et comme j'ai expliqué tout à l'heure, le propane, etc. Québec, une situation assez différente. Grâce à leur territoire et géographie, on en profite d'utiliser l'hydroénergie. Et c'est quelque chose qui est assez vaste et probablement environ 90% de l'énergie là, à part des raffineries qui sont faites par l'électricité. Un peu la même en Ontario, mais là, ce sont des centrales nucléaires. Au fond, les premiers en Amérique du Nord ont été faites dans mon ancien comté à Pickering, Ontario. Et ça définit environ 70% de l'énergie, 20% hydroélectrique et peut-être 7 à 8% des autres, c'est-à-dire l'énergie provenant des océans et évidemment c'est l'énergie solaire et d'autres formes comme le gaz naturel, etc. Même chose pour le Manitoba, mais là, hydroélectrique c'est important, 50%, gaz naturel. Quand nous allons un peu plus vers l'ouest, Saskatchewan, Alberta et à l'intérieur de la Colombie-Britannique, les régions centrales, c'est principalement gaz naturel et le charbon. Et ce sont deux formes de production d'énergie électrique, tandis que nous savons que Alberta elle-même représente en troisième position globale en termes de réservoir d'huile mondial. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut nier ou utiliser d'autres excuses, mais c'est important parce que l'Alberta présente des options pour, évidemment, l'industrie pétrolière. Tandis que Vancouver et les régions côtières du Pacifique, plutôt encore une situation où on utilise davantage hydroélectrique, mais souvent gaz naturel. Donc ça, c'est vraiment entre un gros profil de notre pays, mais c'est un pays non seulement qui est vaste par territoire et par région, on a aussi une dynamique en termes de forme d'énergie, une des plus grandes dynamiques au monde. Donc, nous avons recours à plusieurs formes d'énergie au Canada et c'est pas quelque chose que beaucoup d'autres pays peuvent évidemment péter les bretelles pour dire qu'il y a des options. Évidemment, il faut en choisir, mais de mettre toutes nos options dans une seule option, c'est-à-dire électrique, et s'il y a des risques, des très grands risques pour le pays de le faire. Oui, petite position pour nos amis français, c'est que huile, en canadien français, c'est le pétrole, hein, donc qu'on soit clair là-dessus. Et ce que je pense qu'il faut mentionner, là, parce qu'on parle beaucoup des investissements, on va en parler évidemment dans nos sessions dans les voitures électriques, les deux provinces qui sont les plus importantes aussi au niveau économique dans le pays, c'est le Québec et l'Ontario. Et c'est les deux provinces où l'énergie, en tout cas le Québec a de loin l'énergie la moins chère, de par ces barrages qui ont été construits il y a des décennies. Là. Donc, ce sont des vieux projets hydroélectriques. Il y a eu des politiciens visionnaires qui ont décidé de développer ces méga barrages. Sinon, le Québec serait pris à devoir faire du nucléaire ou planter des éoliennes encore plus qu'il ne le fait, parce que je ne vois pas très bien comment il pourrait fonctionner. Et l'Ontario a eu ces décisions très hâtive aussi de développer le nucléaire. Et ça se traduit dans des différences de prix considérables de l'électricité. Par exemple, le prix en Ontario, et c'est bien ça, c'est le double du Québec. Et Justement. le prix en Alberta, c'est le triple du Québec.
pour la même quantité hein, d'électricité. Donc, vous voyez, il faut comprendre que c'est un pays très vaste avec des réalités tout à fait différentes relativement donc à cette production d'électricité et son coût. Il y a parfois aussi des juridictions qui sont réglementées, tandis que l'autre sont privatisées. Celle de l'Alberta, privatisée, celle de l'Ontario, de Québec, en particulier Québec, plutôt réglementée. Donc, les prix peuvent changer facilement, dépendant la ressource qui est utilisée et la capacité des provinces de vendre leurs produits aux juridictions au sud, c'est-à-dire des États-Unis, ou de temps en temps, de partager l'énergie comme nous le faisons, mais pas aussi qu'on devrait le faire peut-être entre l'Ontario et le Québec. OK. Alors, un dernier point peut-être, hein, dernier liminaire, là, c'est le côté très dynamique du dossier. C'est les évolutions technologiques sont substantielles. Il y a aussi même des évolutions sur le plan des connaissances. Hein. Ça n'affecte peut-être pas directement notre discussion, mais maintenant, il a été mis en évidence que le gaz liquéfié émet beaucoup plus finalement de gaz à effet de serre que le gaz qui est transporté par gazoduc. Là. Ça peut avoir des implications considérables, mais aussi sur le plan technologique, là, surtout les batteries. On en parlera, mais c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la discussion sur base de la technologie d'aujourd'hui peut être obsolète d'ici quelques années. Ça peut aller très très vite. Et donc, on doit être vraiment à l'affût de cette, du caractère très dynamique du dossier. Alors, euh, premier point que l'on va discuter quelque peu en détail, et je pense que c'est simplement pour que les gens comprennent qu'une voiture électrique, c'est pas juste, OK, je vais raccorder ma voiture à la batterie et puis au poste de courant à mon domicile, je charge et puis je m'en vais. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça, une voiture électrique. Donc, je pense on va se pencher sur cette question. Et aussi, il faut comprendre que l'électricité, ce n'est pas une énergie en soi, c'est juste comme une courroie de transmission. Ça permet de. Donc, on va très vite rentrer dans la question qui est rarement débattue c'est d'où vient cette électricité? Et là, on vient de parler du Canada avec des profils de provinciaux, notamment, totalement différents. Et donc, si vous allez vous alimenter en électricité sur une borne de recharge en Alberta, ben, essentiellement, vous chargez votre voiture d'électricité, mais qui a été produite à partir d'hydrocarbures. Tandis que si vous le faites au Québec, dans la situation actuelle, peut-être pas demain, mais dans la situation actuelle, ça va être 90% de l'hydroélectricité. Et donc, on va parler de ça parce que c'est vraiment important, surtout s'il y a une augmentation disons, à venir de la demande d'électricité, de par notamment cette augmentation du parc de véhicules électriques, d'où va venir toute cette énergie et pour mieux comprendre le véhicule électrique, parce que le véhicule électrique, c'est pas juste, ça s'arrête pas juste à la carrosserie là, et à la prise pour recharger le véhicule. Voilà. Et c'est là où on doit se poser beaucoup de questions, évidemment, non seulement où on trouve l'énergie, mais est-ce que la distribution de cette énergie est possible, étant donné, si nous allons à notre station de service, là où ça prend 10 pompes pour faire une dizaine de voitures qui vont être chargées, pas chargées, mais des voitures qui ne sont pas électriques, ça leur prend 4-5 minutes pour faire le plein, tandis une place pour charger les voitures électriques, ça peut prendre 30, 40, 50 minutes et ça va prendre évidemment bien plus d'infrastructures, si vous voulez, électriques pour charger ces voitures. Alors, c'est pas simplement une question on a simplement branché la voiture et 40 minutes plus tard, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'infrastructures et ça, il y a des conséquences évidemment minières, il y a des conséquences financières. Alors, nous allons peut-être
dérouler tout ça pour ceux et celles qui ont la capacité de nous voir ici. OK. Alors, un deuxième point qu'on va analyser, c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec les véhicules électriques, hein. Vous savez que l'Europe veut absolument avoir que des véhicules électriques neufs d'ici 2035. C'est très bientôt, là, c'est 12 ans, hein. Mais il y a des ambitions un peu moins fortes, mais similaires quand même, de la part de l'administration américaine actuelle et de la part de l'administration fédérale canadienne actuelle. Euh, mais cela étant, la réalité sur le marché en ce moment est complètement ahurissante. Dan, est-ce que vous voulez commenter sur ce qui se passe notamment là avec Ford, avec General Motors et les autres compagnies en ce moment? C'est quelque chose qui change de jour en jour. Là, nous sommes en mesure où les grandes compagnies ici automobilières ici au Canada, aux États-Unis, ont maintenant peut-être des soucis avec leur production. On vient de percevoir que la compagnie GM, qui est un des premiers parmi les grands 4 ou 5 ici au Canada, aux États-Unis, qui a maintenant des doutes assez énormes. Ils sont là, ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont été subventionnés par le gouvernement américain pour produire des voitures électriques, mais on voit que les consommateurs ne sont pas là à présent. Peut-être ils vont changer, on ne sait jamais, mais nous avons reçu une information en fin de semaine où dans le dernier quartier de cette année, au lieu de vendre 2000 voitures, en particulier, c'était le camion Silverado, ils ont vendu que 18. C'est-à-dire, ils ont raté leur coup par 99,99%. Et c'est une des raisons pourquoi peut-être non seulement GM, mais les autres compagnies commencent à peut-être faire en sorte où ils vont peut-être juger une deuxième fois, voir si c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Et en termes de mandat des gouvernements, que ce soit américain ou canadien, c'est peut-être entendu maintenant qu'on doit réviser ses ambitions. 2035, à peine 12 ans, 11 ans et demi, c'est peut-être un peu optimiste et peut-être une manque de réalisme quand ça vient non seulement à la question de production, mais à la demande des consommateurs. Je pense aussi que Ford a aussi mentionné très clairement qu'il faisait machine arrière sur les véhicules électriques, que je ne me trompe. Et ces voitures-là sont pas simplement faites par, vous avez raison, Ford a dit non à Lightning pour l'instant. Ils vont remplacer des demandes qui ont été faites avec des voitures de carburant pour l'instant. Mais il faut aussi comprendre que ce sont des voitures qui ont fait on a dit des joint ventures, mais qui ont fait des ententes avec d'autres compagnies, que ce soit de la Corée du Sud, que ce soit la Chine ou du Japon. Euh, et donc, c'est pas simplement une question maintenant de oui, on peut bâtir ça, on peut avoir des subventions, on a maintenant peut-être euh, on en a plus de problèmes avec nos ouvriers, nos travailleurs, mais on voit qu'il y a des problèmes au niveau technique dans laquelle ces compagnies ne sont pas seulement des producteurs de voitures, de châssis, mais il faut aussi en même temps produire vraiment le moteur qui est fait qui est fabriqué ailleurs et même les batteries. Excusez-moi. Alors, ça nous laisse dans une situation où peut-être on a avancé un petit peu trop vite. Et en ce temps-là, on voit maintenant vraiment des problèmes pour ces compagnies qui, en même temps, doivent faire réplique à leurs actionnaires qui aussi sont inquiets de ce qui est là. Et si la demande n'est pas là, si les consommateurs ne sont pas là, si on voit comme dans la question de Ford,
où il y a des questions où les batteries proviennent. Est-ce qu'ils proviennent de la Chine? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des problèmes avec le gouvernement de la Chine? Est-ce que ce sont des compagnies qui sont peut-être la propriété du gouvernement de la Chine? Ce sont des questions maintenant peut-être que nous n'avons pas résolues, mais qui en même temps créent des problèmes non seulement économiques et financiers, mais aussi politiques. Alors, vous mentionnez donc Ford qui a un investissement prévu là, pour monter des véhicules électriques en Ontario. C'est prévu, là, c'est pas encore réalisé, loin de là. Mais il y a aussi Non, Volkswagen qui a été qui bénéficie en principe de largesse des gouvernements ontariens et canadiens. On parle de milliards de dollars. Euh, ouais, et Volkswagen qui en Europe maintenant, il semblerait que donc il y ait une baisse substantielle de la demande pour les véhicules électriques. voilà, Et donc, les derniers articles que j'ai vus, il semblerait qu'ils pourraient licencier jusqu'à 20 000 personnes. Là, hein. Donc, étant donné que les gens ne veulent pas ces véhicules-là, mais là, les manufacturiers sont donc dans des situations incroyables où ils laissent, où ils n'évoluent, disons qu'ils ne développent plus certains véhicules à essence, même les véhicules à essence les plus efficaces, et ils vont ouais, vers des véhicules électriques que personne ne veut en ce moment, ou très peu de gens veulent. En tout cas, il y a une baisse considérable de la demande. Et donc, on est dans ce monde complètement fou, je pense. Et même Tesla, hein, qui est de loin le leader mondial, bon, avec BYD en BYD en Chine, mais donc Tesla a indiqué qu'ils allaient baisser leur production pour s'adapter, ils ralentissent certains investissements. Et donc, on est dans une situation très fluide euh, et on va en parler un peu plus loin plus tard. Euh, Ce que je voulais discuter comme point 3, qui est important, je pense, là, c'est le lien entre le véhicule électrique et le changement climatique. Parce que tout le monde pense, oh, il faut faire du véhicule électrique parce que ça aide le climat. Mais quand vous réalisez un tout petit peu d'analyse, les choses sont beaucoup moins claires. Parce que, évidemment, tout véhicule va causer à des besoins d'énergie, donc engendre hein, des émissions de CO2 qui peuvent être excessivement faibles dans le cas d'un vieux barrage hydroélectrique, par exemple, mais qui sont beaucoup plus élevées si vous brûlez du pétrole ou du charbon ou du gaz naturel ou du gaz liquéfié, encore pire. Là. Donc, le, toute cette question euh, des émissions de carbone liées aux véhicules électriques est très importante à analyser. Et un gros paquet d'émissions euh, est lié aux batteries. Hein. Donc les batteries sont actuellement, les technologies actuelles requièrent énormément de minéraux, de transport de ces minéraux, de transformation de ces minéraux, tout ça pour avoir du cobalt, du lithium, etc. Il y a des implications considérables aussi sur le plan humain, les mines dans des conditions totalement inacceptables, le lithium, des implications écologiques également inacceptables. Mais il faut savoir que tout ça prend de l'énergie. Et donc, il y a certaines études qui ont été faites pour analyser. Et dans les grandes lignes, de quoi il s'agit-il? C'est que dans un premier temps, quand vous achetez un véhicule électrique, ben celui-ci a engendré beaucoup plus d'émissions de CO2 qu'un véhicule conventionnel, simplement à cause de la batterie. Par la suite, tout va dépendre du profil, euh, si vous voulez, du mix électrique qui va alimenter le réseau électrique. Hein. Donc, si vous avez une situation comme au Québec où c'est de l'hydroélectricité, euh, ça va prendre quelques années avant de compenser, si vous voulez, cette question de ce surcroît d'émissions liées à la fabrication du véhicule, tandis que si vous êtes dans une juridiction qui a beaucoup plus d'émissions de CO2 pour produire
son électricité, par exemple l'Alberta ou en Europe la Pologne, par exemple. Là, ça va prendre des années et des années et des années, quasiment jusqu'à la fin du véhicule, avant même qu'il y ait un bénéfice net. Donc, il y a cette question du break-even point en anglais. Hein, et donc, on va analyser ça parce que je pense que les gens croient que d'office, le véhicule électrique est supérieur, mais en fait, il n'en est rien. Et dans beaucoup de cas, il est inférieur, surtout quand on prend en compte les meilleurs véhicules à combustion interne, euh, à essence, diesel. Donc, ça, c'est le point 3 que je voulais absolument analyser dans cette série de vidéos. Et cela nous permet aussi davantage de parler de non seulement de l'alimentation, mais de où on est à présent quand ça vient à la production des éléments nécessaires pour créer ces batteries. Comme exemple, nous allons peut-être en parler du cuivre. Il n'y a pas de mines de cuivre qui ont été créées, bien que nous ciblons un mandat de 50% de nos voitures par 2035 qui soient des voitures électriques au niveau, au plan global. Il y a évidemment des grandes questions qui doivent être répondues. Est-ce que nous avons la capacité d'en produire ce projet ambitieux? Et donc, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit euh, sûrement souligner pour ceux et celles qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et pour ajouter un élément à ce que vous avez indiqué, c'est que, en relation avec les évolutions technologiques, la batterie de demain, même dans quelques années, pourrait être très différente, pour certains manufacturiers en tout cas, de Voilà. la batterie d'aujourd'hui, requérant des minéraux totalement différents. Et donc, ça peut être une très très bonne nouvelle là pour certains producteurs miniers, une moins bonne nouvelle pour d'autres parce que je vous donne un exemple très concret puisqu'on est sur le sujet. Les premiers véhicules ne nécessitant pas de lithium sont en production en Chine. C'est des batteries au sodium. Justement, c'est ça, le sel. Et, Avec Et donc, vous avez les gouvernements qui sont toujours un peu lents, souvent très lents. Ils vont dire, ah, on va investir dans du lithium, on va investir dans du lithium. Mais peut-être que la batterie de demain, elle sera sans lithium. Et donc, vous pouvez avoir la même logique pour le cobalt. Et en fait, on ne sait pas très bien à quoi va ressembler la batterie de demain, mais on va savoir très rapidement si la technologie au sodium tient la route, si elle est suffisamment bonne pour donner suffisamment d'autonomie, de puissance au véhicule, on va le savoir très très rapidement. Et ça pourrait changer tout au niveau donc des minéraux qui seront nécessaires. Et donc, ça va aussi changer le profil d'ailleurs en termes d'émissions de carbone. Ça va améliorer considérablement probablement l'avantage d'avoir un véhicule électrique par rapport à un véhicule donc à combustion interne si cette technologie s'avère être tout à fait faisable.